bonsoir. Le bonsoir, hein. Le retour de la ring light ne trompera personne. Il est passé 18h, ça y est. Et nous sommes le lundi 24 octobre. Et voilà seulement que j'arrive à venir vous retrouver, discuter un petit peu avec vous pour cette dernière semaine de Vlogtober. Après il reste un petit jour la semaine prochaine. 2 jours, 1 jour. Mais je sais pas encore comment je vais pouvoir m'organiser parce qu'on part en Alsace ce week-end-là, donc à voir. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas grugés, mais peut-être que bon, il va falloir que je réfléchisse. Il est 18h et pourtant café, et il est 18h et pourtant petit gâteau à la crème de marron, parce que franchement je ne me suis pas posée de la journée qui a commencé avec visite chez le médecin pour le grand, course pour les vacances avec les filles, ménage, lavage de la cuisine, les lessives, pliage de linge. Une journée comme on les adore. Et donc, comme c'est une journée où il n'y a pas eu grand chose à filmer digne d'intérêt pour le mettre dans un vlog, je reviens avec une FAQ 2, le retour, comme je vous l'avais dit lors de l'épisode 11 donc de ce Vlogtober, qui était un épisode spécial FAQ. J'avais quand j'ai atteint le palier de 4000 abonnés sur ma chaîne YouTube, j'avais proposé que vous me posiez des questions à la fois sur YouTube et à la fois sur Instagram pour que je puisse y répondre. Donc c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Dans l'épisode numéro 11, j'ai répondu aux questions qui m'avaient été posées sur YouTube, et dans cet épisode, je vais répondre aux questions d'Instagram. Allez, ne perdons pas trop de temps quand même. Je ne sais pas comment je vais faire pour manger ce gâteau devant vous sans que ça soit... Oh, c'est moelleux. Oh, ça a fait un petit bruit. Dommage qu'on soit pas en ASMR là. Oh, je pense que ça vous aurait plu. Ça va voir. Je ne sais pas du tout si on entendra quelque chose. C'est peut-être ridicule, mais bon, c'est fait. Peut-être pas vous parler la bouche pleine, dit-elle en faisant exactement ça. Donc, encore merci pour toutes les questions que vous aviez posées à l'époque. Il y en a un bon petit paquet, donc je vais essayer de ne pas trop m'attarder, mais vous me connaissez, je suis une grande bavarde, et je ne vais pas répondre aux questions qui étaient à peu près les mêmes que celles que j'avais reçues sur YouTube. Voilà. Alors, pareil, je ne vais pas lire les petits messages qui m'avaient et qui me font toujours très chaud au cœur, de personnes qui me félicitaient d'avoir atteint 4000 abonnés. Vraiment, je ne réponds que aux questions. Anne-Laure Tricotte me dit: coucou Céline, petite question, quel est le pull tricoté que tu portes le plus? Voilà, merci beaucoup Anne-Laure Tricotte. Alors, le pull tricoté que je porte le plus, et je parle bien de pull parce que pas de gilet. Le pull tricoté que je porte le plus, et ça me fait vraiment extrêmement plaisir, je crois bien que c'est mon Tulip Pullover. C'est un modèle de B Mandarine, Melody Hoffman. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux et celles qui suivent mon podcast de façon régulière, j'avais détricoté un projet que j'avais réalisé il y a vraiment fort longtemps, un gilet long sans manches de la droguerie, réalisé quasiment avec un grand col, un large col de côte, que j'avais réalisé il y a peut-être 15 ans, et que franchement je n'avais jamais porté parce que gilet fingering mohair, donc chaud, sans manches, donc froid, qui ne ferme pas, froid,
long, chaud, enfin bref, ça n'allait pas du tout ce gilet, c'était incompréhensible. Et puis bon, il y avait des coutures, donc les coutures n'étaient pas très jolies, mais en fait, bref, j'ai détricoté ce projet, je pense il y a à peu près un an, peut-être même pas d'ailleurs, peut-être juste en début de cette année, et j'ai tricoté le Tulip Pullover, et j'avoue que c'est un modèle que je porte tout le temps. Donc j'avais récupéré la laine, je vous dis un fil de fingering, un fil de mohair de l'époque, de la droguerie, et j'ai rajouté, vu que les deux fils étaient vraiment agglomérés ensemble et que voilà, ça manquait un petit peu de fluffy, j'avais rajouté juste un fil de mohair de chez Knitting for Olive, et franchement le résultat est top, et c'est un pull que je mets beaucoup. Voilà, je dirais que c'est celui-ci. Du bleu, du rose, des fleurs me dit bravo pour ton podcast que j'adore, je n'ai qu'une question. J'ai vu que tu couds une couverture, couds-tu, je pense que c'était la couverture des 10 ans de ma grande, couds-tu d'autres choses, vêtements, accessoires? Alors, j'ai une machine à coudre. Attention, cascade, je vous tourne. Est-ce que vous allez voir la machine à coudre si je vous tourne? Ça grince. Ouais, vous allez la voir. Donc j'ai une machine à coudre qui est une Brother que j'ai reçue. Retournage et recuinage. Une machine à coudre que j'ai reçue en cadeau, il me semble, pour mes 20 ans. Est-ce que c'est possible? C'est possible. De la part de mes parents. Et je n'ai jamais vraiment pris le temps d'apprendre à me servir de cette machine à coudre. Donc, je l'utilise. Mais je l'utilise pas très bien, je trouve. Donc, j'ai fait pas mal de choses pour mes enfants quand ils étaient petits. Pas mal de couture pour les enfants. Toujours plutôt sympathique. J'ai fait notamment beaucoup de modèles des intemporels pour mes filles. Les intemporels, c'est un livre, enfin c'est une série de livres de Astrid Le Provost, je crois. Je dis peut-être une bêtise, hein. Et j'avais tout, celui des bébés, il y en a même plusieurs d'ailleurs des bébés, celui des enfants. Et j'ai réalisé pas mal de choses pour les filles grâce à ce livre. Donc je trouve que pour les enfants, ma couture passe bien. Pour des déguisements, ça passe aussi. Par contre, toutes les choses que je me suis faites pour moi, ça n'a jamais été concluant. Donc voilà, je pense que pour bien faire, il faudrait que je prenne des cours, ou que il y a vraiment des techniques que je ne connais pas. Donc voilà. Et même ma machine à coudre, je ne la connais pas bien. Je fais du point droit, quoi. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, et c'est tout, rien d'autre. J'ai fait quelques boutonnières avec, ça a quasiment toujours été une cata. Enfin, vraiment, j'ai essayé de travailler un petit peu du jersey, cata aussi. Bref, je suis vraiment pas experte. Et en plus, je dois bien avouer que la couture est pas un loisir que je trouve aussi détente, par exemple, que le tricot ou crochet. Pour moi, ça demande de la préparation, ça demande de la place, et j'en ai pas forcément beaucoup. Enfin, bref, c'est un peu plus compliqué pour moi que le tricot. Et même si j'avoue que le côté avoir un résultat rapide, ça a un côté vraiment sympathique quand même. Parce que le tricot, hein, il faut quand même travailler des semaines pour avoir un pull ou quoi. Là, peut-être vous pouvez avoir votre projet, commencer le matin, terminer le soir. Voilà, le fait que ça me demande plus d'investissement personnel que de m'installer pour mon tricot. Donc, je peux coudre certains trucs. Plutôt pour les enfants, parce qu'au niveau des finitions, c'est pas grandiose. Mais j'aime pas trop ça. Je suis pas vraiment une fan de couture. Voilà. Alors, bravo pour toutes ces belles vidéos. Ça c'était donc, oui, du bleu, du rose et des fleurs, j'ai dit. Multifil me dit bravo pour toutes ces belles vidéos.
J'ai fait les chaussettes en découvrant le cal quelques mois plus tard et depuis je suis toutes tes vidéos qui me plaisent énormément. Bah merci beaucoup. Il y a une question que je désire te poser. Je vois beaucoup de vidéos avec des mélanges de laine. Comment procéder dans les choix? Est-ce que c'est toujours fingering et autres laines comme mohair? En te remerciant pour ta réponse. Alors je ne suis je suis pas forcément experte parce qu'effectivement généralement ce que je fais moi quand j'ai envie de faire des mélanges de laine, c'est effectivement généralement un fil fingering, un fil mohair pour obtenir une épaisseur DK et un rendu un petit peu moelleux, squishy, fluffy, donc avec des petits poils, etc. Ça, c'est le mélange vers lequel je vais assez facilement. J'aime bien les modèles avec du mohair comme ça. Maintenant, j'ai envie de dire que tous les mélanges sont permis, finalement. Il y a des modèles où on te proposera de tricoter, par exemple, avec 2 fils de mohair. Pourquoi pas? Je pense que j'ai déjà fait ça. J'arrive pas à me souvenir, j'imagine. Après, tu peux éventuellement prendre 2 fils de fingering pour avoir une épaisseur un peu plus grosse que du DK, ou même des fils plus gros, les marier ensemble. En réalité, peu importe, enfin pas peu importe, mais on peut tout oser. La seule chose, c'est qu'il faut que ça respecte l'échantillon du modèle que tu souhaites tricoter. Donc, pas de limite. On peut tout tenter, on peut tout associer, mais ne pas oublier de faire l'échantillon. Et je sais que pour certaines de mes copines du tricoté que je ne citerai pas, l'échantillon c'est parfois ça passe à la trappe. Si on choisit de faire des mélanges de fils, c'est peut-être bien de faire son échantillon quand même. Voilà. Mademoiselle Pluche me dit coucou. Je suis en plein visionnage de ta dernière vidéo, alors félicitations à toi tout d'abord. Tu mérites tous ces abonnements et surtout c'est important de te soutenir car cela doit prendre énormément de temps de nous préparer tout ça. C'est trop gentil, trop gentil. Sinon, je voulais te demander pour la FAQ, est-ce que tes filles sont intéressées par le tricot? Leur apprends-tu à tricoter? Sont-elles en demande à ce sujet-là? Et quel est le rapport de tes proches à ta passion du tricot? Intérêt, envie de savoir faire aussi, envie d'avoir des projets tricotés de tes mains, rien à faire de ce que tu fais, etc. Merci Solène pour ton petit message. Alors, quel est le rapport au tricot qu'ont mes filles? Alors, j'ai un garçon et 2 filles après. Le grand s'intéresse relativement moyennement à ce que je tricote, etc. Il n'a pas montré d'intérêt particulier pour apprendre le tricot. Peut-être quand il était plus jeune, mais je me souviens absolument pas qu'il me l'ait demandé. En revanche, les filles, elles sont très en demande. Et là, j'avoue qu'on arrive dans le schéma de les cordonniers les plus mal chaussés. Mes filles sont très en demande et je me rends compte quand je dois leur montrer que j'ai pas la patience que j'aurais par exemple quand je dois montrer à une copine. Forcément, si je montre à une copine, enfin c'est souvent des amis qui ont déjà une petite expérience de tricot, enfin où voilà, on part pas de 0. Et donc là, je me rends compte que je suis assez patiente, je peux prendre du temps, etc. C'est vrai que quand c'est les filles, c'est pas que j'aurais besoin, mais ça va pas assez vite, quoi. Et donc, c'est frustrant pour moi parce que le temps que je leur montre, c'est du temps de tricot que je n'ai pas. Bref, c'est un peu égoïste ça finalement, quand je le dis comme ça, je me dis mince. Alors, pour la grande, ce qui a grandement facilité les choses, c'est que elle est venue plusieurs fois au tricoté avec moi. Et finalement, c'est les copines du tricoté qui se sont chargées de lui montrer. Et principalement, ma petite Julie, à qui je fais d'énormes gros bisous, et que je suis très contente de voir à la fin de cette semaine. C'est Julie qui a montré à ma grande comment tricoter.
en lui montant ses mailles et j'ai vraiment cette image, et d'ailleurs je pense que je dois avoir une photo de Julie avec ma pépette sur les genoux et en train de lui montrer comment tricoter. Donc je pense que pour la petite je vais faire la même chose, c'est-à-dire que alors elle a 7 ans, c'est bien je pense, mais peut-être plus ouais, entre 8 et 10 ans, elle sera peut-être un peu, il y aura peut-être un peu plus de dextérité dans ses mouvements et peut-être que ça sera un meilleur âge pour apprendre, même s'il n'y a pas de mauvais âge, hein, on va dire, mais voilà. Donc je pense que je la ramènerai au tricoté et on trouvera... Ah, vous êtes prévenus les copines du tricoté, si vous voyez la petite qui arrive un jour, c'est peut-être que j'ai envie de vous mettre à contribution. Et je suis persuadée que les copines du tricoté auront plus de patience avec mes filles que moi j'en aurai à attendre qu'elles arrivent à acquérir ces mouvements et tout ça. Et c'est marrant parce que du coup je me dis, je pense que c'est peut-être pour ça que c'est souvent nos grands-mères, peut-être des fois les tantes et tout ça qui nous ont montré comment tricoter, parce que finalement pris dans le quotidien, j'ai du mal à prendre ce temps qui va du coup prendre sur mon temps de tricot ou mon temps d'autres choses, de lecture, de podcast, de machin, pour m'asseoir avec les filles et vraiment leur faire découvrir les premiers pas qui sont bien maladroits et tout ça au tricot. Je sais pas quelle est votre réflexion là-dessus, mais moi je me demande si c'est pas pour ça que c'est plutôt les mamies parfois qui apprennent ces trucs de loisirs créatifs à leurs petits-enfants. Donc voilà pour une première partie enfin pour la première question que tu me posais, Solène. Et la deuxième était: quel est le rapport de tes proches à ta passion du tricot? Ben écoutez, je pense à un peu, il y a un peu de tout. Alors je pense que j'ai certaines de mes copines qui sont bien contentes que je tricote, et parce que du coup elles m'ont demandé et je peux leur montrer des choses et tout ça. Je pense par exemple à Delphine, peut-être à Caroline aussi, enfin voilà. Et une fois de plus avec les copines, j'ai vraiment beaucoup de patience, ça ne me pose aucun problème de remontrer plein de fois les mêmes choses. Au niveau de la famille, ben alors mes filles sont bien souvent, surtout la grande, très intéressée par ce que je fais. La grande, franchement, je pense que d'ici quelques temps, ça sera une partenaire idéale de salon, de laine, etc. Parce qu'elle est hyper intéressée par toutes les couleurs, même les qualités de fil et tout. Elle aime toucher, elle aime regarder. Enfin, voilà, on sent que c'est quelque chose qui l'intéresse. Donc, voilà. La petite, elle regarde ça aussi avec un œil un peu intéressé, mais sans plus quoi. Et les garçons, ben écoutez, mon mari est content que je lui tricote des choses, parce que jusqu'à présent j'avais jamais trop rien fait pour lui, donc là coup sur coup des chaussettes, un pull, donc voilà. Et pour le reste de la famille ou des amis, ben écoutez, je crois que tout le monde a pris le pli maintenant de voir que quand j'arrive quelque part, je sors mon tricot, hein, c'est de toute façon, c'est comme ça. Et mais voilà, tout le monde regarde ça plutôt avec un œil un peu intéressé, mais sans plus. J'ai quelques amis qui des fois me demandent tiens, est-ce que tu pourrais me faire ci ou ça. Ça n'a jamais été plus loin que juste des demandes comme ça, et je pense que par contre la plupart des gens de mon entourage se rendent compte du travail que ça peut représenter, et donc voilà, j'ai pas de demande particulière. Voilà, j'espère que ça répondra à tes questions, Solène. Ma boule de crochet me dit bravo. Et t'arrive-t-il de ne pas toucher un tricot ou à des pelotes durant 24 heures? Eh ben franchement, vraiment de plus en plus rarement. Alors clairement quand je suis à la maison, non, ça ne m'arrive pas. Je tricote même quelques mailles tous les jours, vraiment tous les jours. Il faudrait vraiment que je sois malade, très malade, pour ne pas toucher à mes aiguilles. Par contre, en vacances, alors c'est pas tout à fait vrai, il ne m'arrive pas de ne pas toucher à mes aiguilles, mais j'ai souvent les yeux plus gros que le ventre.
j'emmène énormément de choses et finalement je tricote beaucoup moins que ce que j'aurais pu faire parce que je fais autre chose, je lis peut-être un peu plus ou on fait plus de balades, etc. Donc voilà, mais alors ne plus toucher un tricot pendant 24 heures, là j'avoue non, c'est plus du tout possible pour moi. On a passé un cap, Muriel Tricote 68 me dit félicitations. Tricotes-tu que des laines de teinturière indépendante et quelles sont tes préférées? La réponse à la question, donc tricotes-tu seulement exclusivement des laines de teinturière indépendante? La réponse c'est non. Même si, ne nous voilons pas la face, c'est ce que je préfère. Et si j'en avais la possibilité, je ne tricoterais que ça. Parce que je trouve qu'au niveau des coloris, il y a vraiment du travail incroyable, magnifique et tout. Généralement, j'alterne. Enfin, j'alterne. J'ai de tout. J'ai, voilà, mes beaux petits écheveaux de teinturière indépendante qui sont là. Et dans mon tiroir, j'ai plutôt de la laine, la laine industrielle, etc. Et ça me plaît tout autant de tricoter l'une ou l'autre, de marier les unes aux autres. Pour les chaussettes, par exemple, de prendre une belle laine de teinturière pour le corps de la chaussette et puis une laine industrielle pour les contrastants. Enfin, voilà, vraiment, ça dépend. Et par contre, si je devais dire quelles sont mes laines de teinturière préférées, difficile, hein, parce que franchement, il y a vraiment énormément de teinturières que j'apprécie. Forcément, celle qui est le plus proche de moi géographiquement et donc celle à qui j'ai le plus acheté finalement et le plus tricoté de laine, c'est Eline Hélène. Et je dois dire que je ne suis pas du tout déçue, jamais déçue par les qualités des laines et des teintures qu'elle propose. Donc voilà. J'aime énormément le bruit des aiguilles pour les autorayantes. Ça fait d'ailleurs bien longtemps que je n'ai pas tricoté de laine du bruit des aiguilles et ça commence à me manquer un petit peu. J'ai eu la chance de tricoter des superbes laines de chez Tricot & Stitch pour un des derniers pulls que j'ai réalisé et j'ai trouvé que son travail de teinture était vraiment superbe. Qui j'ai d'autres dans mes favoris? Il faut aussi que je parle un petit peu de Madame Guillotine, Marie-Cécile qui est à Lyon, et voilà, donc j'ai pu tricoter certaines des laines aussi, mais en fait il y en a tellement. Bref, c'est quand même rare que je sois déçue des laines des teinturières indépendantes. Et ça reste mes laines préférées. C'est-à-dire que par exemple pour les laines à chaussettes, je trouve que les coloris sont toujours incroyables. Les laines à speckles sont magnifiques. Bref, si j'en ai la possibilité, je vais plutôt vers une laine de teinturière indépendante. Et sinon, il y a certaines marques, marques de laine industrielle qui sont très bien. Et par exemple, je n'ai pas encore testé, mais j'ai vraiment très envie de tester. Alors, les laines de Loli l'a fait, qui sont des laines dites industrielles, mais avec des choix de coloris assez poussés, parce que Lolita a fait vraiment attention aux coloris qu'elle voulait mettre dans sa collection. Donc celle-là, j'ai vraiment envie de les essayer. Knitting for Olive, c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'ai déjà tricoté plusieurs fois et dont j'aime vraiment beaucoup les coloris. Un peu de tout selon l'inspiration, le budget et le modèle, parce qu'il y a des modèles qui se prêtent plus que d'autres à de la laine de teinturière indépendante. Suzy Suzon 12 me dit « Bravo, félicitations. Tu peux nous parler de ton matériel tricot et de tes livres tricot, ce que toi tu trouves nécessaire ou pas. Merci. » Je reprends une petite gorgée. Le gâteau n'aura pas été beaucoup mangé. C'est bien, je mange le dessert avant de manger mon plat. Alors, pour les livres tricot, en toute honnêteté, je n'en ai vraiment pas beaucoup. Mais je peux quand même vous en recommander deux que j'ai. C'est le Tricoter le jacquard en rond de Longue avec Anna, qui je trouve est hyper complet, hyper bien fait, et c'est le livre qui m'a permis de découvrir la technique du jacquard en rond.
Donc voilà, ça pourrait être une bonne idée si vous aviez envie de vous lancer dans le jacquard, car on m'a demandé quand même pas mal de petites choses à propos du pull renard, hein. Et le deuxième livre que je pourrais vous recommander, c'est le Tricoter ses chaussettes de Elodie Morand et Émilie Drouin. Voilà, comme ça vous avez vraiment plein de techniques pour commencer à tricoter des chaussettes. C'est aussi quelque chose qu'on me demande régulièrement, je ne sais pas pourquoi moi, peut-être parce que j'adore les chaussettes, je ne sais pas. Donc voilà, au niveau des livres de tricot, j'ai vraiment pas grand chose dans ma bibliothèque. Finalement, je me sers vraiment beaucoup d'internet comme ressource. Pour le matériel, les choses dont je vais que je juge indispensables, on va dire, il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose. En fait, pour tricoter, vous avez besoin de laine et d'aiguilles, hein. Alors si, je peux quand même par exemple vous dire que mes aiguilles, c'est le kit d'interchangeable de chez Xiaogu. Il y a du bazar dedans. Je sens qu'il me faudrait une petite trousse à un range aiguille de chez Margeva. Hein, moi je dis ça, je dis rien. Père Noël, si tu passes par ici. Bref, voici donc les aiguilles que j'utilise au quotidien. Et franchement, je les trouve topissimes. Les Xiaogu, je trouve que le câble il est formidable, les aiguilles elles sont ni trop pointues ni pas assez pointues, la jonction entre le câble et l'aiguille ne raccroche absolument pas. Bref, c'est pour moi vraiment les meilleures aiguilles. J'avais avant ça un kit de Knit Pro Symfony, vous savez, en bois de rose comme ça. Mais le câble c'était un petit peu de la crotounette et j'ai cassé plusieurs fois des aiguilles, notamment des plus petites tailles, des 3,5 et tout ça. Et j'avais aussi certaines aiguilles qui au bout commençaient à... Alors je sais pas si le bon mot c'est s'émousser, mais du coup qui raccrochaient après la laine dedans. Et ça je pense que je vous en avais déjà parlé aussi. J'ai ce kit là de chez Hedgehog Fiber que j'avais racheté en déstache à ma copine Marion. Donc je lui ai racheté pour 3 francs 6 sous parce que Marion est un petit cœur et que c'était avant que j'investisse dans les Xiaogu. Mes symphonies commençaient vraiment à me courir sur le haricot. Donc je lui avais acheté ce kit là en déstache. Alors il est très beau, hein, c'est très esthétique, machin. Je le garde parce que ça me permet d'avoir quelques tailles d'aiguilles supplémentaires, ce qui va assez loin, hein, dans les tailles d'aiguilles, celui-ci. Ouais, du 8 mm. Mais c'est de la grosse crotte. Enfin, Marion n'y est pour rien du tout, hein, franchement. Par contre, Hedgehog Fibers qui vendait ce kit-là, j'ai envie de dire plusieurs centaines d'euros, me semble-t-il, à l'époque. Parce que je crois qu'ils ont arrêté, ils ne le font plus, hein, et c'est une très bonne chose. Franchement, les câbles sont vraiment pas terribles. La tâche entre l'aiguille, le câble, c'est une catastrophe. Bref, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que mon aiguille se détache, hein, pendant que tu es en train de tricoter. On est au top. Bref, vraiment pas terrible. Ils font de la bonne laine, ils font pas des bonnes aiguilles. Donc voilà, celui-ci je le garde vraiment en cas de secours ou si éventuellement il y a une taille d'aiguille que je n'ai pas, mais alors burk. Un autre truc que je ne vous recommande pas forcément, c'est ce petit kit de chez Xiaogu, le petit kit rouge. Que j'avais acheté, enfin que j'ai acheté d'ailleurs pour tricoter des chaussettes, et donc je me suis servi pour tricoter des chaussettes, mais le câble est tellement fin, c'est pas terrible, c'est pas très agréable à prendre en main. Voilà. En revanche, le kit bleu est très bien pour tricoter ses manches, enfin sur vraiment des petites circonférences. Alors le kit rouge de tête, il commence au genre à 2 mm et il va jusqu'à 3,5 je crois.
c'est ça, 2 jusqu'à 3,25 et le kit bleu doit commencer de 3,5 jusqu'à peut-être 5,5. Alors le kit bleu je ne l'ai pas. Dommage, j'avais investi dans le rouge qui finalement est pas si terrible que ça. Mais en revanche j'ai acheté un petit peu de façon individuelle. Alors c'est dommage parce que du coup ça revient plus cher que d'acheter le kit complet, mais j'ai acheté de façon individuelle l'équivalent du kit bleu, c'est-à-dire là j'en avais besoin pour un projet donc qui se tricotait en 5 mm. Vous avez un ou deux câbles, non je crois que vous avez un câble et 2 tailles d'aiguilles dedans. Donc c'est 23 €, c'est pas forcément donné. C'est pour ça que ça vaut peut-être le coup plutôt d'acheter le kit bleu, mais moi j'ai acheté à l'unité 4,5, 5 et j'avais aussi une 4, 4,5 et 5. Voilà. Donc en aiguille, je pense que vraiment c'est Xiaogu mes préférés. En aiguille pour les chaussettes, je vous en ai déjà parlé. C'est celle-ci que j'aime beaucoup, les Adi Sockenwunder. Celle-ci c'est des 2 mm, donc je m'en suis jamais, c'est pareil, c'est Julie qui me les a donné celle-ci. Je m'en sers pas, je m'en suis jamais servi, ou je m'en suis déjà servi, je ne sais plus. Je m'en sers pas particulièrement, je préfère tricoter mes chaussettes en 2,25 ou en 2,50, mais bon voilà, toujours est-il que je les ai au cas où. Et je pense que j'ai fait le tour pour les aiguilles. Sinon, pour les accessoires, ça tient là-dedans. Un truc que je vous recommande, donc des anneaux marqueurs, voilà. Mais si vous n'avez pas d'anneaux marqueurs un peu jolis, machin et tout ça, franchement, des épingles en poule comme ça peut faire à la fois Progress Keeper, à la fois anneaux marqueurs. Donc je trouve que c'est drôlement pratique. Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Une petite paire de ciseaux, un mètre et un crochet pour rattraper des mailles et des aiguilles pour rentrer vos fils. Ça c'est vraiment ce qui est nécessaire. Après les petits plus, donc de bien jolis anneaux marqueurs. C'est trop mignon. Ah bah, si je vous le montre à l'envers, vous allez être content. Voilà. À accorder bien entendu en fonction de votre tricot ou de la saison, etc. Donc ça, non indispensable, mais bien pratique. Petite chose aussi, non indispensable, mais bien pratique. Des petits stoppers pour mettre au bout de vos aiguilles et pour éviter que toutes les mailles se fassent la malle. Franchement, ceux-ci viennent de chez Mademoiselle Pluche. J'avoue que je n'en avais pas jusqu'à présent, mais je trouve que c'est hyper pratique. Encore une chose non indispensable, mais dont je ne me passe plus maintenant, ce sont des contrants. Et notamment donc celui-ci qui vient également de chez Mademoiselle Pluche, qui est un bracelet contrant qu'elle m'a très gentiment offert. Je ne le quitte plus. Franchement, c'est le truc le plus pratique du monde. Comme ça, j'ai toujours mon compte de rang sur moi. Et après, forcément, si vous achetez ou si vous avez des écheveaux, un bobinoir, un dévidoir, ça peut être bien pratique. On peut faire sans, bien entendu, mais ça reste pratique. Des petits sacs à projet, non essentiels, mais ça fait plaisir d'avoir ces petits tricots dans quelque chose de joli. Celui-ci vient de chez Bobine de fil aiguille. Bobine de fil aiguille, c'est bien ça. Ma mémoire me joue des tours. Et encore des petites choses. Moi j'allais dire un tapis pour faire sécher vos tricots. Non, même pas forcément. Moi je l'ai fait à même une serviette. Donc voilà. C'est sûr que ça serait un plus. Et de plus en plus je me dis, oui, peut-être qu'investir dans un tapis de blocage et
dans des peignes de blocage, ça pourrait être sympa. Mais je n'en ai pas et je m'en sors quand même sans. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question. Marie-Louise Lemercier me dit bravo, c'est très mérité. Quelle laine préfères-tu tricoter et laquelle tu détestes et pourquoi? Alors, quelle laine je préfère tricoter? Je pense que si je me base sur les modèles que je réalise, typiquement mon épaisseur de fil, c'est le fingering. C'est vraiment ce que je tricote le plus, même en pull. J'avoue que c'est... Alors, voilà, oui, c'est plutôt fingering quand je tricote un pull. Et le fil que je tricote le plus, ce sont des fils soit mérino nylon pour les chaussettes. Et c'est ce que je tricote le plus, ce que j'aime le plus tricoter, qui est le plus agréable pour moi. D'une façon générale, en fait, les fils que je préfère, c'est finalement des fils ou des fibres plutôt naturelles. Et alors, donc, du coup, dans les fils ou fibres que je n'aime pas, bah en fait non, deux choses, parce qu'il y a quand même des fibres naturelles que j'aime pas trop. Mais déjà, les laines qui contiennent de l'acrylique, alors le nylon dans les chaussettes a faible pourcentage, enfin il y a un faible rapport, je sais pas, on va dire 80-20 ou 75-25, ça ne me dérange pas. Mais certaines laines, quand je retouche des qualités de laine que j'ai donc gardées, dans lesquelles il y a beaucoup d'acrylique ou de matière, oui, issue de la pétrochimie, etc. Finalement, je trouve que c'est dans mes mains très désagréable à toucher. J'aime pas trop les fils qui contiennent de l'acrylique. De l'autre côté, je n'aime pas non plus tricoter du coton. J'ai déjà tricoté, alors autant crocheter du coton, ça passe, mais alors le tricoter, je n'aime pas ça du tout. Je trouve que en plus c'est très vite lourd et pesant, ça me fait mal aux poignets, etc. Le coton est vraiment pas une fibre que j'aime travailler en tricot. Un peu mieux au crochet, et ça dépend quand même quelle qualité de coton. Clo78 me dit bravo pour ce parcours. Moi j'aimerais bien savoir comment tu prends soin de tes tricots. Est-ce que tu les laves combien de fois? J'entends dire que la laine, il faut pas trop la laver. Ensuite, combien d'heures tu tricotes par jour? Et pour finir, comment arrives-tu à rester concentré sur un tricot compliqué? Moi, au-delà de 30-45 minutes, je finis toujours par faire des bêtises. Alors, pour l'entretien des tricots, effectivement, je fais partie des personnes qui lavent relativement peu leurs tricots. C'est-à-dire, je vais vraiment, je vais porter un pull, un gilet, peu importe, un jour, puis je le range, j'en porterai un autre, que je range là, et je vais vraiment porter plusieurs fois le pull que je laisse donc... je sais pas, reposer, s'aérer, je ne sais pas comment on dit, avant de le laver. En fait, franchement, à part si je me suis fait une tache sur mon pull, je vais le laver peut-être une fois dans la saison, et puis à la fin de la saison, j'entends à la fin de l'hiver, enfin voilà, je vais peut-être le relaver. Mais voilà, je ne lave pas systématiquement mes tricots, et vraiment c'est vrai que le mieux est l'ennemi du bien, c'est ça qu'on dit. Voilà, je les lave assez peu souvent. Pour les chaussettes, je parle des pulls. Pour les chaussettes, je les lave plus souvent que les pulls, mais pareil, je ne les lave pas à chaque utilisation. Ça pareil, j'en avais déjà parlé. En fait, une chaussette en laine va pas du tout se comporter comme une chaussette du commerce. Une chaussette du commerce, je la porte une fois, je la lave. Alors attention, nous rentrons dans les choses glamour et sympathiques, mais on transpire plus dedans. Il y a des odeurs éventuellement. Je trouve que ça salit plus vite. Une chaussette tricotée, ça respire. Ça respire, donc je la porte une journée, je porte ma paire une journée, puis pareil, je les laisse de côté, et puis je les reporterai peut-être plusieurs jours plus tard, et puis peut-être même encore
une autre fois plusieurs jours plus tard, et voilà. Qu'est-ce qui me fait dire tiens il faut que je lave mes chaussettes? Et ben quand j'en ai un petit peu trop de sorties et que voilà, et que j'ai assez de fait pour faire une lessive, ou donc par exemple des chaussettes que j'aurais portées pour aller en rando et où il y a eu un peu de terre ou des choses comme ça dessus, là effectivement je vais les laver, mais je ne lave pas mes tricots systématiquement après les avoir portés. Ça peut paraître un peu bizarre hein, pour les gens qui tricotent pas par exemple, et puis même pour les chaussettes par exemple, je sais que ça peut sembler un peu étrange, mais je vous assure que ça ne se comporte, les chaussettes tricotées ne se comportent pas du tout comme les chaussettes du commerce. Et pour l'entretien, alors ça va dépendre des fibres donc utilisées dans le tricot. Ce qui est, alors l'élainage, les chaussettes qui ne détiennent pas, ou c'est un fil mérino nylon, je les passe à la lessive. J'ai certains pulls pareil avec des fibres, enfin juste un mérino superwash, je les passe à la lessive aussi. Alors un programme laine, nana, mais voilà, avec un essorage minimum, et vraiment ça ne dépasse pas 30 degrés et tout. Et puis les tricots donc qui contiennent du mohair ou des fibres plus fragiles, là je vais les relaver à la main. Donc autant vous dire que ouais, à la fin de la saison, quand il faut... c'est peut-être pour ça aussi que je ne lave pas aussi souvent que des choses qui passent à la machine et tout. Mais voilà, j'aurais du mal à donner une régularité de lavage de tricot, mais c'est vrai que je les lave peu souvent. Et dernière chose, oui quand même, pour ceux que je lave à la main, je les lave avec une lessive spéciale tricot. Moi personnellement j'utilise la Soak. Je n'ai aucune action chez Soak, mais je trouve que leurs lessives elles sont super. Ça, il n'y a pas de rinçage, donc en fait le produit, la lessive ne va pas laisser des paquets ou des traces sur le tricot. Il n'y a pas besoin de le rincer. Ça sent merveilleusement bon. J'ai le parfum Célébration, je ne peux plus m'en passer. Et c'est tout, parce que sinon par contre les contres c'est un petit peu cher, c'est un petit peu onéreux, mais personnellement j'adore, et à chaque fois que j'ai fini mon bidon, je les achète en bidon de, ça doit être 500 ml je crois, je recommande dans la foulée. La Soak vous pouvez la trouver sur la boutique de Madeleine par exemple. Ensuite, c'était quoi les autres questions? Ah, combien d'heures par jour tu tricotes? Très compliqué d'estimer, parce que j'ai vraiment jamais pris le temps de... Vous savez, il y a des applications comme ça où vous pouvez rentrer à chaque fois que vous vous installez pour tricoter, hop, vous appuyez dessus, et comme ça à la fin de la journée ça vous dit combien de temps vous avez tricoté. Franchement, je ne sais pas, mais c'est sûr que on est au moins sur 1h30, 2h par jour, parce que dès que je me pose, donc typiquement le soir une fois que les enfants sont au lit, je vais me mettre à tricoter, donc au moins 1 heure, et généralement j'ai réussi en petit peu par petit peu, parce que je tricote dès que j'ai la possibilité, dès que je suis assise, dès que je suis, sauf là quand je vous parle, je tricote quelques rangs. Donc je pense qu'on peut quand même estimer ça entre ouais, facilement 1h30, 2h par jour, ce qui est quand même déjà pas mal. Mais il faudrait un jour, par curiosité, que je regarde ça. Et puis enfin, comment fais-tu pour rester concentré sur ton tricot? Eh bien, bonne question, je n'ai pas vraiment de recette. Ce qui est sûr, c'est que tous les tricots style jacquard, style dentelle un peu complexe ou quoi, même torsade éventuellement, je ne fais pas ça quand il y a du monde autour de moi. C'est des trucs que je garde effectivement plutôt pour le soir, devant la télé, sauf vraiment trucs vraiment hyper compliqués où là il faudrait que je me pose et que je fasse que ça. Mais bon, ou alors dans les débuts quand tu découvres le patron, peut-être oui, tu as besoin de plus de concentration, puis après. Mais alors, oui, si j'ai envie de faire un modèle un peu compliqué et que par exemple, comme en ce moment, les enfants sont en vacances, que j'ai tout le monde autour de moi, je ne donne pas cher de mon tricot, il va être bourré d'erreurs.
Donc voilà, la condition pour moi, c'est d'être toute seule ou éventuellement juste avec la télé ou un podcast. Ça marche bien, j'arrive mieux à me concentrer avec un podcast qu'avec la télé. Ou alors je ne suis pas trop ce qui se passe à la télé. Mais voilà, moi aussi je fais des erreurs. Par contre, je trouve que de plus en plus, j'arrive à me repérer dans mes erreurs. Et ça, c'est vraiment très très chouette parce que pendant très longtemps, j'étais incapable de lire mon tricot. Et ça, ça vient un peu avec l'expérience et tout ça. Et vraiment, de plus en plus, une erreur dans une torsade ou quoi, en fait, je m'en rends compte quand j'arrive à l'erreur. Je me dis, ouh, il y a un truc qui n'est pas normal dans mon compte de mailles, etc. Donc ça, l'expérience. Cheveux de Lion me dit: félicitations, y a-t-il un projet qui te fait rêver, du genre goal ultime de la tricoteuse? Et quelle a été l'évolution de ton tricot? Type de tricot, rythme, quantité, destinataire. Alors le goal ultime, un MCAL de Steven West. Non, je ne sais pas. En fait, je suis pas hyper fan des MCAL parce que j'ai toujours peur d'être déçue par le résultat. Mais en même temps, tout le monde en parle de façon tellement enthousiaste que un jour peut-être je m'y mettrai. Mais en me disant que peut-être je serai... C'est parfois un peu trop particulier pour moi. Là, en l'occurrence, les MCAL de Steven West. Après, il y a d'autres MCAL. Est-ce que ça, c'est mon goal ultime? Je ne sais pas. En fait, je le disais déjà dans la FAQ précédente, je me rends compte aujourd'hui qu'il n'y a rien que je ne pourrais tricoter. En revanche, il y a plein de choses, je me dis, bon, si je le fais, il va vraiment... Mais si, bien sûr que si, ça y est, j'ai trouvé. Donc je me dis, si je le fais, il va vraiment falloir, c'est du haut niveau, il va falloir que je regarde des vidéos, des tutos, etc. Mais en fait, si, voici la chose que je n'ai jamais faite et que j'ai vraiment, il faut que je me challenge sur ça, c'est sticker un projet. Donc sticker un projet, c'est découper, tricoter ton projet en rond. Typiquement, on le fait pour du jacquard, comme ça on le tricote en rond, ce qui est beaucoup plus simple que le tricoter en aller-retour. Et ensuite, on vient couper son tricot en milieu et on peut s'en faire donc un gilet. Et je pense à ça car je vous l'ai montré il y a quelques épisodes, j'ai reçu un magnifique un tuto, un patron de la part de McFlow, que je remercie encore très très fort. Bien entendu, je n'ai plus le nom du modèle en tête. Donc voilà, mais une grande étole en jacquard avec que des animaux de la forêt qui est, mais je me demande d'ailleurs du coup si elle s'appelle pas Woodlands Animals, quelque chose comme ça. Aussi, Woodland Animals Shawl, c'est ça, je me rappelle. Mais c'est une merveille, c'est vraiment un projet incroyable. Tricoté donc en rond, en tube comme ça, et ensuite stické. Donc ça pourrait être un sacré challenge pour moi. Voilà peut-être mon goal ultime. Mais alors ça veut dire ultime, ça veut dire qu'une fois que j'ai fait ça, je me dis bon ça y est, je ne crains plus rien, j'ai fait tout ce que... Non, je suis sûre qu'il y a d'autres trucs encore où voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre. C'est ça qui est génial en fait. Il y a tellement de techniques ou tellement de... Donc goal ultime. Quelle a été l'évolution de ton tricot? Ça c'est vrai que mon tricot a vraiment beaucoup évolué avec le temps. Je vous en avais parlé dans la précédente FAQ. Je suis restée pendant des années sur mes petits modèles ultra basiques, point mousse, style trendy châle, style donc quelques pulls, gilets de la droguerie, mais qui n'avaient pas vraiment de structure, enfin les vêtements n'étaient pas hyper structurés, etc. C'était des choses... Bon, je ne dis pas le gilet du Père Noël est une ordure, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. N'exagérons pas quand même, on n'était pas là, mais pas des choses que j'ai portées, du coup, de trop. Ou des choses pour les enfants. Une fois de plus, je trouve que ça pardonnait plus d'avoir un petit gilet avec éventuellement des finitions pas impeccables. Bon, pour un petit bébé, ça passe, quoi, ça passe.
Donc là, clairement, mon tricot, il a hyper évolué parce qu'aujourd'hui, je suis capable de me faire des habits et des habits que je porte. Alors ça, c'est quand même chouette. Des habits que je porte, que je trouve beaux et dont je trouve les finitions plutôt chouettes. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Et puis maintenant, rythme, bah, je crois que j'en ai parlé aussi, hein. Donc avant, le tricot était une activité totalement sporadique. Quand j'avais envie de tricoter déjà c'était exclusivement, je tricotais exclusivement en hiver. Maintenant je tricote vraiment tout au long de l'année. Et plutôt bah, par exemple voilà, une copine enceinte ou la naissance des enfants ou machin, j'ai tricoté des petits projets par-ci par-là, mais c'était vraiment pas comme aujourd'hui, tout le temps, plein de projets en cours, etc. Et quantité, ça rejoint ça, hein. Est-ce qu'on est sur des quantités raisonnables? Là, j'ai tellement d'encours en ce moment et j'ai encore envie de castonner des trucs. Donc, voilà. Et destinataire, et ben, pareil, toujours un peu la même chose. Au début, les tricots étaient quand même quasiment exclusivement réservés, bon, soit à moi, soit aux bébés, les miens ou ceux de mon entourage. Mes copines ont quasiment toutes eu la naissance. Alors celles qui ont eu des enfants après moi, parce que j'ai aussi pas mal de copines, quand on s'est rencontrées, elles avaient déjà leurs enfants. Donc voilà, j'ai fait des petits tricots pour les copines qui avaient des bébés. Et aujourd'hui, par contre, je peux me lancer dans des pulls pour mon mari. Et voilà. Mais quand même, je tricote le plus pour moi. Je crois que c'était tout. Sylvia HTB me dit: c'est amplement mérité, merci beaucoup. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est: peux-tu compter combien de paires de chaussettes tu as tricoté depuis le début? Et devant le chiffre impressionnant que tu vas annoncer, t'en as pas marre des chaussettes? Avec des smileys qui rigolent. Y a-t-il une technique de tricot que tu n'as jamais essayée et que tu n'oses pas essayer? Je crois. Alors la technique de tricot, bah, je pense que je vous en ai parlé juste avant. Clairement, c'est le stick que je n'ai jamais fait. Donc ça, je vais m'y coller. Et les paires de chaussettes, j'aurais dû faire un compte, ça aurait été drôle quand même. Je me suis déjà offert 2 boîtes de bas. Donc on va dire 24 modèles. 24 paires. J'en ai déjà dans ma boîte de bas de cette année, je pense... Allez, peut-être 10. Donc là, on est sur 34. J'en ai au moins tricoté peut-être 3 pour chacun des enfants. Alors, 34 plus 6, on est à 40. Pour mon mari, 42. Ma soeur, mon père. Bon, on va dire que ça avoisine les 50 paires de chaussettes tricotées. J'ai commencé en... février 2020, donc en 2 ans complets, enfin quasiment 2 années complètes, une 50aine de paires de chaussettes. C'est pas mal. On est sur un bon rendement. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, quand on fait le compte, ah ouais, c'est impressionnant. Et c'est pas fini, car oui, effectivement, j'en ai pas du tout marre des chaussettes. Ça reste vraiment le projet vers lequel je me dirige avec plaisir. Et voilà, j'ai tout le temps envie de monter des nouvelles paires de chaussettes. Je termine juste avec un petit clin d'œil. Enfin, clin d'œil. Donc, on parlait dans la précédente, pas dans la précédente, mais donc dans la précédente FAQ, le numéro 11 de ce Vlogtober, de comment j'avais débuté au tricot, etc. Et j'ai retrouvé, en fouillant dans mes affaires, au départ pour vous retrouver le nom de la grille de point de croix dont j'ai fait un petit coussin. Bon, jamais retrouvé, hein, donc voilà, mais j'ai retrouvé ça. Et ça, c'est la première chose que j'ai tricotée. Alors, ça venait donc de chez Fil d'Art. Je ne sais pas si ça parlera à certaines. Il y avait des petits kits présentés dans des boîtes, une petite boîte ronde comme ça, où vous aviez la laine et puis éventuellement les petits accessoires. Parce que là, par exemple, il y avait des petites perles à coudre sur cette petite broche qui était là. Et les explications
pour réaliser le modèle. Alors, une partie B à bas du tricot, donc voilà, avec les points de base. Ensuite, les explications. Hein. Alors pour cette écharpe au point mousse droite, autant vous dire que les explications tiennent sur une demi-feuille. Et je vous remonte quand même les 3 modèles qui étaient disponibles à l'époque. Ça m'a fait plaisir de retrouver ça. Je me dis, je suis sûre que ça va parler à certaines. Ils sont où? Donc il y avait ma petite écharpe et il y avait aussi ça. C'est le petit bonnet là au point mousse avec ces 2 gros boutons sur le côté et comment ils appelaient ça, la capeline. La capeline avec une laine bord fantasy. Ah oui, les laines de chez Fildar que j'ai beaucoup acheté avec des froufrous, des bidules et je sais pas pourquoi j'ai acheté ça à l'époque, mais bon. Et un ruban de velours à nouer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. Ça, c'est vraiment 2000, ouais, vraiment début des années 2000, hein, les kits Knit It de chez Fildar. Et c'est par ça que j'ai commencé à tricoter. C'est par ça voilà, que ma mamie m'a montré les premiers points, etc. Je vous disais, c'était présenté dans des petites boîtes comme ça. Voilà. Et donc, il fallait juste racheter les aiguilles à côté, à mon avis. Hein. Moi, je pense. 3 nouvelles créations ultra tendance. Moi, j'ai dû la porter 3 fois, cette écharpe, parce que c'était un mohair de chez Fildar. Je ne veux pas être... voilà, mais ça piquait quand même vraiment beaucoup, beaucoup. Et pourtant, vous savez que je ne suis pas très sensible. Mais autour du cou, vraiment, le mohair, c'était un peu rude, ce mohair-là. Et j'avais fait une écharpe, les premières qu'on fait. C'est-à-dire que vous commencez avec un nombre de mailles, puis après vous êtes comme ça, puis après vous êtes comme ça, puis après il y a des trous. Enfin, c'était mon coude. Bref, voilà. Donc j'espère que ce petit moment nostalgie aura rappelé des choses peut-être à certaines d'entre vous. J'ai encore beaucoup parlé misère. Bon, écoutez, je vais y aller. Je vous embrasse et demain, nouveau Vlogtober un petit peu plus classique. C'est compliqué quand même pendant les vacances, hein, avec les enfants. Demain, une copine de ma fille qui est là. Il y a du monde tout le temps, à tous les étages. Donc je peux pas vraiment me poser tranquille. Donc on verra ce qu'on arrive à faire. Mais bon, je serai là. Voilà. Je vous embrasse, à demain.